Bonjour mesdames, messieurs. Merci pour, en préambule de mon intervention, je voudrais remercier l'équipe de Machine 3D, déjà du partenariat qu'on a pu développer et puis de me donner l'opportunité d'évoquer en fait le travail que j'effectue dans mon domaine paramédical. Voilà, alors moi je vais partager avec vous aujourd'hui ce sur quoi je travaille dans mon domaine, comme je le disais, qui est un domaine paramédical. Alors pour débuter, je vais vous proposer de vous parler 2 minutes de l'ergothérapie, parce que souvent on me dit l'ergothérapie c'est quoi, quelque chose avec les plantes ou quelque chose comme ça, donc pas du tout. C'est donc une profession paramédicale qui s'exerce donc soit en hôpital, soit en libéral, et qui se caractérise finalement par 2 axes principaux qui sont la rééducation et la réadaptation. Alors en 2 mots pour vous faire comprendre, imaginez que vous ayez un accident, que votre coude soit bloqué dans une extension telle que celle que je vous montre ici. Le kinésithérapeute va chercher à récupérer l'extension complète du membre, et s'il n'y arrive pas, nous allons en ergothérapie vérifier, bilanter quelles sont les conséquences de ce blocage et voir comment la personne peut se débrouiller dans la vie de tous les jours. Parce qu'effectivement, avec un coude bloqué comme ça, essayez d'attraper votre bol pour le matin, enfin bref, toute la vie quotidienne est impactée par ce qu'on appelle une déficience. Et donc cet aspect de réadaptation est très intéressant et finalement fait le lien direct avec l'impression 3D. Effectivement, pour compenser très schématiquement, comme je le montrais avec le coude bloqué, on est amené donc à faire des aménagements de domicile. Ici, on est également amené à utiliser la robotique avec les exosquelettes ou éventuellement des aides telles que celle-là pour aider les personnes à manger. Effectivement, si, encore une fois, je reprends mon exemple du coude bloqué, vous pouvez avoir des difficultés pour venir vous nourrir, donc on commence à utiliser la robotique. Ainsi que différents aménagements. On utilise également donc ce qu'on appelle des aides techniques, des petites aides techniques, alors certaines qui sont peut-être familières, puisque en fait ce sont des objets astucieux, on va dire, qui vont permettre de compenser ces situations. Et on est également aussi amené à créer des objets. On utilise du thermoplastique, donc c'est un plastique spécifique que l'on plonge dans de l'eau chaude et qui devient thermoformable et qu'on utilise pour former finalement des objets directement sur le membre qui présente un souci, ou alors pour permettre de retrouver une fonction. Ici vous voyez par exemple on retrouve la possibilité d'écrire. Alors j'imagine que comme vous êtes tous dans le domaine de la 3D, vous avez vite fait le lien entre ce besoin finalement de créer des objets nouveaux ou d'avoir des petits objets comme cela. Et effectivement, il suffit que de commencer à surfer un peu sur Internet et sur ces différents sites finalement de téléchargement d'objets spécifiques, et on retrouve ce qu'on trouve dans le commerce. Vous voyez, ça c'est un produit du commerce, on retrouve sa copie exacte sur Thingiverse, pareil chez PinShape. Donc ici à droite vous avez le produit commercial, ici la copie. Également Minifactory, Thingiverse pour des systèmes de préhension de fourchettes, etc. Et là également avec ces boules de préhension qui permettent à partir d'une préhension globale de tenir un crayon, etc. Donc, alors c'est vrai que c'est un intérêt peut-être assez limité de se dire quoi, mon imprimante 3D va me permettre de copier des objets déjà existants. C'est intéressant parce qu'effectivement ça va permettre de tester en fait des principes avant d'acheter le matériel définitif. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, et c'est l'axe sur lequel je travaille actuellement, c'est de développer des nouveaux objets, des choses qui n'ont pas été, qui n'existent pas. Donc là, ce film vous montre une expérimentation faite avec un autre collègue ergothérapeute pour un patient pour lequel on avait mis en place un système de pilotage du fauteuil avec le menton. Ça marchait très bien. Le souci, donc une personne tétraplégique, donc paralysée des jambes et des bras pour faire simple. Le problème, c'est qu'il avait un système de pilotage de son fauteuil au menton. Vivant dans un milieu rural, vous imaginez bien qu'un fauteuil roulant avec un système au menton sur un terrain inégal, son fauteuil faisait un peu comme ça. Le problème, c'est qu'il fallait lui mettre en place une poignée spécifique pour piloter son
son joystick, donc piloter son fauteuil. Et on est parti sur le principe de se dire, ben, tiens, on va faire un moulage. Mon collègue a fait un moulage en thermoplastique. Moi, je l'ai scanné, je l'ai redéveloppé, j'ai fait une copie, hein, rien d'exceptionnel. Sauf que ce qui a été vraiment intéressant, et l'idée m'est venue un jour, enfin, en développant ce projet, je me disais, bah, tiens, je vais l'imprimer en NinjaFlex, donc dans une matière souple. Et c'est là qu'on a découvert des propriétés très intéressantes pour ce type d'objet, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une manette auto-adaptative. Comme vous allez le voir dans le film, déjà un intérêt particulier à cette matière, c'est que lorsque l'on place cette manette sur un embout en métal, elle tient toute seule, il n'y a plus besoin de mettre de vis, il n'y a pas de rotation, ça tient tout seul. Et en plus, parce que cette personne, ce monsieur a des gestes très imprécis, on va se retrouver avec finalement une manette auto-adaptative qui va s'adapter à l'imprécision du geste, tout en lui permettant de conserver une précision au niveau du pilotage. Donc c'est totalement expérimental, bien entendu. Il y a d'autres problèmes qui se posent, et j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec certains d'entre vous hier, concernant la toxicité, concernant la solidité, la tenue dans le temps, etc. Mais malgré tout, moi, dans mon domaine paramédical, je suis en train de me rendre compte qu'il y a des objets qui n'existent nulle part ailleurs, finalement, qu'il est possible de créer et qui apportent un réel plus, quelque chose de tout nouveau. Donc voilà, alors avec cette personne, vous voyez, on voit bien que la manette est complètement écartée. Mais par contre, on conserve la précision du geste, et pour piloter un fauteuil roulant électrique, les couloirs, le passage de porte, c'est souvent des choses un peu compliquées, un peu difficiles à faire. Et on voit que cette personne, sans entraînement particulier, se débrouille tout à fait bien. Et bien sûr, on peut aussi également profiter de la dématérialisation de l'objet, puisque effectivement, un objet qu'on peut imprimer, c'est aussi un objet qu'on peut emporter dans sa poche sur une clé USB. Cette personne, quand elle va retourner à domicile, si sa manette casse, elle peut tout simplement disposer du fichier, le renvoyer au service, un service sur Internet, et récupérer finalement son objet réimprimé, et en spécifiant même sa couleur. Donc il y a même éventuellement un effet mode qui peut être tout à fait intéressant dans ce cas-là. Donc voilà, c'est un des premiers travaux auxquels je me suis intéressé pour développer, pour utiliser l'impression 3D. Je reviens très rapidement, hein, c'est simplement un scan. Alors j'avais à l'époque utilisé un scanner à laser, et aujourd'hui je me rends compte qu'il y a des scanners bien mieux, en particulier en utilisant celui de Shining 3D. Donc ça a simplement consisté à faire un scan, lissé avec Mesh Mixer, réimprimé et impression en NinjaFlex. Et puis on a sorti la version, numéro 2 qui est davantage profilée, de façon à ce que la manette tienne mieux dans la main en profitant des reliefs de cette main. Ce qui est intéressant aussi, et c'est ce qui nous a poussé à développer, c'est que je me suis dit, ça ne sert à rien de reproduire quelque chose qui est déjà présent dans le commerce, sauf à faire de la copie. Et on se rend compte effectivement pour les poignées de joystick, alors c'est certainement pas exhaustif, mais j'ai essayé de chercher sur les sites anglo-saxons, tous les sites concernés par les manettes de fauteuil roulant, et on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose en termes de manettes. Donc il y a vraiment quelque chose, un plus très important pour nous, ergothérapeutes, de pouvoir développer des choses totalement personnalisées qui correspondent à une situation précise, puisque dans le monde du handicap, une personne en situation de handicap est unique dans ses besoins, dans ce qu'elle souhaite faire, dans ses désirs, etc. Donc on va avoir souvent besoin des techniques tout à fait personnalisées. Par contre, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que sur les sites de téléchargement, je les ai évoqués tout à l'heure, on commence à trouver des adaptations, des poignées qui n'existent nulle part ailleurs, et que l'on peut télécharger, utiliser, tester avec des fauteuils roulants, donc avec des types de préhension tout à fait différents, tout à fait intéressants. Il y a malgré tout un bémol, c'est un souci sur lequel on travaille avec des collègues ergothérapeutes, c'est de se dire, mais si n'importe qui peut télécharger, ou du moins créer une manette et la laisser au téléchargement, on n'a aucune notion de sécurité, de casse, etc. On ne sait pas ce que valent ces manettes, même si leur design est tout à fait intéressant. Donc il y a certainement un travail à faire, et moi j'avais
commencé à travailler sur un site internet qui permettrait de valider en fait, les objets mis à disposition. Il y a aussi des développements qui sont tout à fait intéressants à faire, parce qu'en ergothérapie, on n'est pas des pros de la CAO, c'est quelque chose, même on n'est pas des pros de l'imprimante 3D, on souhaite utiliser ces outils, appuyer sur un bouton et lancer l'impression. Par contre, pour la création, c'est également le même problème, mais maintenant, avec les scanners, la technologie des scanners qui évolue, qui devient de plus en plus abordable, je peux développer une manette de joystick adaptée, simplement en la modelant en pâte à modeler sur la main de mon patient, la scanner, et puis l'assembler sous Mesh Mixer et l'imprimer directement. Et de la même manière, des objets qu'on peut trouver sur Internet, on peut faire des modifications très rapides sur Mesh Mixer, enfin ces logiciels d'agencement d'objets, de façon à créer des objets uniques et qui correspondent à un besoin spécifique. Et à tel point que l'utilisation de ces différentes technologies permet vraiment de faire du sampling de formes. Alors le sampling, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, on le trouve beaucoup en musique. Vous savez que souvent dans les nouveaux morceaux de musique, on entend des morceaux qui sont entre guillemets extraits d'anciens morceaux et qu'on assemble et ça forme une musique. En fait, on est en train de se rendre compte, moi je me rends compte que je vais pouvoir faire la même chose avec les formes, aller par exemple scanner un dessus de souris, l'assembler avec un scan de poignet, l'assembler également avec autre chose, etc., en fonction de mes besoins, et faire des objets complètement originaux et qui correspondent tout à fait à une situation précise, sans avoir à faire de CAO, parce que, enfin, avec mes connaissances, faire une poignée comme ça en CAO, enfin, moi je mettrais des heures et des heures à faire ça. Toujours pour continuer dans un dernier projet à évoquer, c'est un contacteur sans fil, que d'ailleurs j'ai amené ces objets ici, ça m'intéresse de les voir. Le but c'est d'utiliser, vous savez, ces télécommandes à selfie qui vous permettent de vous prendre vous-même en photo. Ce sont des petits objets qui coûtent, comme on le voit ici, moins d'une livre, en tout cas à peu près un peu plus d'1 euro, et de créer une coque autour de ces objets finalement usuels, dont la technologie est tout à fait accessible, enfin accessible en termes de tarifs, de façon à créer des contacteurs qui vont faciliter l'accès à l'ordinateur. Puisque, il faut savoir, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais si vous avez des iPhones, des Android, etc., ils sont déjà tous équipés de fonctions qui permettent à une personne qui n'a pas l'usage de ses mains, qui ne peut pas utiliser l'écran tactile, d'utiliser complètement une de ces tablettes. Vous voyez, sur une Lenovo, si on est en Lollipop, ce contacteur connecté en Bluetooth permet d'avoir un accès total à la tablette. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ce type de petits objets permettent de valider à moindre coût, finalement, des solutions d'accès à l'informatique. Encore une fois, pour des personnes qui n'auraient pas l'usage de ce tactile qui est très exigeante en termes de manipulation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce petit bouton à selfie est compatible Android, iOS, OS et Windows, ce qui fait qu'avec ce même bouton à quelques euros, on va pouvoir accéder à l'ensemble des systèmes informatiques proposés aujourd'hui. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est sympa, voilà un petit projet qui coûte pas cher, qui permet des choses, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le grand intérêt, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du handicap, ce type de contacteur, qui sort d'une usine, etc., qui est vraiment un produit commercial, il faut compter à partir de 250 à 300 euros pour s'équiper avec ce type de contacteur. Donc là, encore une fois, l'intérêt de l'impression 3D, de pouvoir mixer finalement des technologies, de pouvoir les adapter, et en plus, encore une fois, le grand intérêt, c'est sur des contacteurs comme ça, de pouvoir personnaliser. Je vous ai parlé tout à l'heure de la pâte à modeler, modeler éventuellement une main ou une extrémité de membre de façon à faciliter l'accès au contacteur lui-même. Ce qui est également intéressant, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas besoin de rajouter de logiciels supplémentaires. À partir du moment où vous avez imprimé et développé cette petite aide technique, vous allez effectivement avoir accès à tous les systèmes informatiques. Alors ça, c'était des vidéos que j'ai mis en ligne sur Internet, donc elles sont un petit peu longues pour vraiment démontrer que ça fonctionne sur chacun
chacun des systèmes. Alors Windows, bien sûr, le dernier finalement qui n'est pas équipé de système de pilotage intégré au système d'exploitation, donc on est obligé d'utiliser un clavier virtuel qui va nous redonner cette fonction automatique. Je passe, donc pour vous montrer ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire ces contacteurs aujourd'hui, voilà le commerce, à partir de 250 à 300 euros, mais c'est exactement la même fonction que ce petit objet qui a été développé. Peut-être quelques mots sur la recherche et la transmission. Je travaille en tant qu'ergothérapeute à enseigner finalement ces différentes techniques à des collègues ergothérapeutes qui à leur tour vont pouvoir s'en saisir et les appliquer dans leur travail, mais également à des étudiants. Donc là, j'ai commencé en 2015 à travailler avec plusieurs centres de formation d'ergothérapeutes. Donc aujourd'hui, il y a près de 200 à 250 étudiants qui ont en tête la possibilité d'utiliser l'imprimante 3D dans leur métier quotidien. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, vous voyez ici, c'est une petite aide technique, je l'ai fait travailler sur une étude de cas, en leur demandant, vous imaginez une situation réelle ou que vous avez rencontrée pendant vos stages, et vous développez une aide technique que vous imprimerez ensuite avec une imprimante. Et là, quelque chose qui n'existe pas, c'est la pince à carte de crédit. Parce qu'effectivement, quand vous avez des problèmes de préhension au niveau de la main, rentrer une carte de crédit, aller la rechercher, etc., taper son code, c'est compliqué. Donc des petits objets tout simples, mais parfaitement intéressants et utiles. Peut-être un petit regard pour finir sur demain, sur l'avenir. C'est vrai qu'on commence à voir apparaître donc cette technologie de développement de prothèses. On a vu dans les premières diapos que les ergothérapeutes font des orthèses pour maintenir les mains en place. Et c'est vrai que ça commence à se développer. Il y a plusieurs startups qui travaillent sur ce principe. C'est qu'au lieu de chauffer du plastique et de le mouler directement sur le membre, vous voyez qu'avec un scanner 3D, on prend l'image du membre en 3 dimensions et puis après on fait générer quasiment automatiquement la coque que l'on va pouvoir imprimer. Alors j'évoquais très rapidement les problèmes de filaments, en fait, de tolérance cutanée, etc. Et il y a quelques mois, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a Tollman 3D qui vient de nous sortir un filament compatible ISO 10993. Ça a été l'occasion pour moi d'apprendre ce que c'était cette norme ISO. Et effectivement, c'est complètement relié aux dispositifs médicaux et assure leur innocuité avec le contact cutané. Donc ça, c'est très intéressant et très prometteur, puisque effectivement, si on commence à avoir des filaments compatibles médicaux, ça veut dire qu'il y a tout un secteur qui s'ouvre dans ce domaine. Parce que c'est vrai que je m'intéresse aussi beaucoup à l'aspect toxique de ces machines, puisque imprimer en ABS, c'est pas innocent. Il y a des composés organiques volatiles qui sont, du styrène, des choses comme ça, qui sont connus pour être cancérigènes, mais également certains de ces objets peuvent être toxiques une fois imprimés. Donc c'est tout cet aspect-là sur lequel il est important, moi, dans mon milieu médical, en tout cas, d'y faire beaucoup attention et de voir un peu ce qui se prépare et ce qui va être possible de faire. Voilà, je vous ai évoqué un peu les différents axes de travail que je développe actuellement dans le domaine de l'ergothérapie. Je vous remercie.